Merci d'être venu aujourd'hui à la conférence de la Dr Chetaille sur l'arthrite juvénile idiopathique en 2019. Donc, moi, je m'appelle Laurie, je suis externe en médecine, puis j'ai travaillé avec Dr Chetaille à la création de plusieurs activités sportives pour les enfants atteints d'arthrite juvénile idiopathique. Donc, aujourd'hui, la conférence se veut une mise au point sur les connaissances actuelles de la prise en charge sur l'arthrite juvénile idiopathique, en incluant leurs différentes formes et leurs spécificités, sur les avancées thérapeutiques et sur les nouvelles données des études canadiennes. Dr Chetaille va aussi expliquer en quoi consiste le programme d'information et de soutien entre aides pour les enfants atteints d'arthrite et leurs familles. Puis, j'aimerais aussi remercier le commanditaire de cette conférence, qui est Amgem. Donc, merci et bonne conférence. Juvénile, vous pouvez avoir 40 ans, 50 ans, 2 ans, 10 ans, vous aurez toujours le terme d'arthrite juvénile si c'est la maladie par rapport à comment elle a commencé, à quel âge elle a commencé, elle s'est introduite dans votre vie. Donc, l'arthrite, ce qu'on va parler là, comme disait Laurie, donc les différentes formes d'arthrite juvénile, les avancées thérapeutiques actuelles, les nouvelles données des études canadiennes, et puis le programme Aide-Entraide, qui est un programme qui a d'abord été créé pour les patients pédiatriques, qu'on a pu étendre aux patients adultes également, qui a été créé à Québec. Donc, qu'est-ce que c'est que l'arthrite juvénile? C'est une arthrite qui débute avant l'âge de 16 ans. Donc, c'est ça, vous avez 40 ans, mais votre arthrite a commencé quand vous aviez 10 ans. Ben, vous êtes toujours porteur d'arthrite juvénile. Ça peut atteindre une ou plusieurs articulations. C'est de l'inflammation qui va se loger dans les articulations, qui va créer de la douleur, des gonflements et qui peut entraîner un handicap fonctionnel. Vous avez du mal à utiliser vos articulations. Pour avoir le terme, le diagnostic, il faut au moins que la maladie ait duré au moins 6 semaines. Mais par contre, si vous voyez un médecin avant, on peut commencer à considérer le diagnostic. Mais c'est une maladie chronique, donc ça demande à ce que ça soit une maladie qui s'installe pour longtemps. Et puis c'est ce qu'on appelle un diagnostic d'exclusion, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent donner de l'arthrite autrement, en particulier même des virus peuvent donner de l'arthrite. On peut faire un CMV, un EBV, qui sont des virus très courants, comme quand on fait la mononucléose par exemple, et puis avoir une présentation de polyarthrite, des douleurs articulaires à ce moment-là. Donc il faut, quand vous allez voir un médecin, qu'il élimine d'autres causes qui pourraient vous donner de l'arthrite, pour qu'on puisse parler à ce moment-là d'arthrite juvénile idiopathique, qui est une maladie à ce moment-là du système immunitaire et qui est une maladie chronique. Et puis ce qu'il faut faire attention, c'est que pour confirmer ce diagnostic, souvent on va faire une prise de sang et puis on va trouver de l'inflammation dans cette prise de sang, l'inflammation qu'on retrouve dans les articulations ou parfois dans d'autres systèmes du corps. On la retrouve souvent dans la prise de sang. Par contre, on peut avoir une prise de sang normale et quand même faire de l'arthrite juvénile, donc c'est bien important d'avoir cette notion-là, dans le sens où ces prises de sang vont aider au diagnostic, mais ne permettent pas de l'exclure si elles sont normales. Puis souvent, du coup, si ces prises de sang sont normales, malheureusement, ça va entraîner un retard au diagnostic parce que certaines personnes vont être faussement rassurées en se disant la prise de sang est normale, donc il n'y a pas d'arthrite, et ça ne sera pas forcément le cas. Donc l'arthrite juvénile, ça peut se présenter très tôt dans la vie, mais c'est rare avant l'âge de 1 an. En fin de première année de vie, on a quelques cas qui commencent à se déclarer, mais souvent, ça va plus atteindre l'enfant d'entre 2 et 4 ans, plus souvent les petites filles que les garçons. Et puis, ça peut se présenter de manière très variable. À l'adulte, vous allez avoir plein de noms de maladies. Vous allez avoir la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite psoriasique, les spondylarthrites ankylosantes. Ben, chez l'enfant, on ne fait pas de différence. C'est tout le même panier qui s'appelle l'arthrite juvénile idiopathique. Donc, ça peut être des présentations très différentes. Donc, si vous parlez avec quelqu'un d'autre qui a de l'arthrite juvénile, il peut avoir une maladie qui s'exprime complètement différemment. Pour lui, il n'y a pas deux patients qui vont se ressembler. Et puis pourtant, ils vont avoir le même nom de maladie, l'arthrite juvénile idiopathique. Donc, il faut faire attention parce que ces différentes formes vont peut-être amener à différentes prises en charge, différents traitements. Donc, on ne peut pas comparer sur juste ce terme d'arthrite juvénile idiopathique de personnes. Puis, ce qui est très particulier chez l'enfant, c'est qu'il
il va s'adapter à ça, il va grandir avec de la douleur, il va grandir avec peut-être des différences de fonctionnement, puis il va s'adapter à ça, puis ça va être sa vie à lui, ce qui est une belle chose parce que il l'introduit dans sa vie beaucoup plus facilement qu'un adulte, mais ça peut comme biaiser notre perception de sa douleur ou de ses problèmes de fonctionnement, donc il faut faire attention à ça. Puis le jeune enfant, il va par exemple dire j'ai mal à la jambe, mais il ne va pas identifier si c'est son genou ou sa cheville ou quoi que ce soit, alors que nous, on va avoir une perception beaucoup plus précise de ça, puis une manière de le verbaliser beaucoup plus précise. Quand ça atteint vraiment les jeunes enfants, ça peut changer leur perception du seuil de la douleur. Donc un enfant avant 4 ans est encore en train de construire ses systèmes neuronaux au niveau du cerveau pour comprendre qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui fait pas mal, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Donc un enfant jeune qui va commencer à vivre avec de l'arthrite va changer sa manière de le percevoir. Par exemple, un enfant de 1 an qui commence à vivre de l'arthrite considère que c'est sa normale à lui. Considère que sa normale, c'est votre normale, la normale du voisin. Donc il pense que tout le monde est comme ça. Tout le monde doit vivre avec cette impression dans ses articulations. Donc pour lui, la douleur, ça va être quand il va être au-dessus de ce qu'il a considéré comme normal. Donc en fait, il peut comme très bien fonctionner avec ça, sans le manifester jusqu'au jour où ça va être pire et puis il ne va plus être capable de fonctionner. Puis à ce moment-là, ça va vraiment paraître. Mais du coup, même à partir de ce moment-là, il va avoir fait ses schémas de perception de la douleur différents. Et puis, un exemple très émouvant que j'ai eu dans ma pratique, c'est une jeune fille de 18 ans que j'ai commencé à prendre en charge à ce moment-là. Et puis, moi, je trouvais qu'elle avait de l'arthrite, que c'était encore actif, puis qu'on pouvait améliorer avec des nouvelles prises en charge de médicaments. Puis elle me disait, non, 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 tout va bien, moi, je ne veux pas d'autre chose, j'en veux pas de vos piqûres, là, j'en veux pas d'avoir ça en plus dans ma vie. C'est une contrainte que vous me proposez qui me concerne pas, j'ai pas mal, je fonctionne très bien. Puis je lui ai dit, au bout d'un moment, là, ça me choquait parce qu'elle avait des déformations articulaires et puis je savais qu'on pouvait aller comme plus loin dans sa prise en charge. Et puis je lui ai dit, écoute, donne-moi une chance, laisse-moi 3 mois d'essai de traitement. Puis si dans 3 mois, tu trouves que ça n'a rien changé dans ta vie, écoute, on l'arrêtera là, je suis d'accord avec ça. Mais si dans 3 mois, tu vois quelque chose de mieux, on verra si ça vaut le coup ou pas. Et elle est revenue comme 1 mois après, je l'avais revue 1 mois après, puis elle me dit, je viens enfin de comprendre ce que c'était que de ne pas avoir mal. Donc, et pendant toute sa vie, pour elle, c'était normal. Puis elle a découvert qu'est-ce que c'était que la perception de la non-douleur après une expérience de non-douleur qu'elle n'avait jamais comme perçue dans son expérience de vie. Donc, il faut vraiment se méfier de ça. C'est vraiment très, très particulier très particulier à l'enfant, parce qu'un adulte a déjà a déjà créé son seuil de tolérance à la douleur, qui peut être plus ou moins haut selon les personnes, mais qui est déjà comme ancré par des expériences de vie, puis qui peut se modifier dans la vie par des bonnes ou des mauvaises expériences. Mais chez l'enfant, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Puis ce qu'il faut considérer aussi chez l'enfant, c'est qu'il y a tout le côté socio-familial qui gravite autour de lui, l'école, le parascolaire, tout ça, qui peut être très affecté par la maladie. Et puis aussi, les parents, que vous êtes beaucoup présents ici aujourd'hui, les parents sont les aidants naturels de l'enfant dans son expérience d'arthrite, ce qui a une influence quand même aussi sur les frères et sœurs, le travail des parents des fois. Donc il y a beaucoup d'adaptations qui doivent se faire à ce moment-là qu'il faut considérer dans la prise en charge des enfants. Et puis il y a tout le volet du coup scolaire avec le développement de l'enfant, puis sa préparation à sa vie d'adulte aussi qu'il faut considérer. Puis on a beaucoup de moyens d'interagir avec les écoles pour aider dans le parcours des enfants à ce moment-là. Donc c'est toutes des choses qui sont vraiment plus particulières à l'enfant par rapport à un adulte. Donc ça, c'est quelques illustrations de qu'est-ce que c'est l'arthrite chez l'enfant. Donc on voit, là, j'ai pas de pointeur, mais on voit les articulations de la petite main là qui sont, c'est un enfant d'1 an et demi là,
C'est sûr que c'est souvent des articulations chez l'enfant, c'est un petit peu plus dodu que chez l'adulte. Là, faut adapter notre examen clinique. Ça demande une petite pratique différente de quand on traite que des adultes. Mais là, on voit clairement là, toutes ces petits bourrelets d'inflammation chez l'enfant. Puis, on voit le genou aussi qui est gonflé avec une attitude, du coup, au lieu d'être bien aligné, une attitude en rotation de membre inférieur. Et puis, simplement, la petite fille qui pleure, c'est sa seule manière d'exprimer qu'elle n'est pas bien. Mais cette petite fille-là, elle n'a jamais dit qu'elle avait mal quelque part. Là. Son seul problème, c'est qu'elle ne se sentait pas bien. Donc, on disait que l'arthrite, c'est des maladies différentes qui sont toutes regroupées sous la même dénomination. Donc, ici, c'est un petit peu des classifications sur lesquelles on travaille et puis sur lesquelles on travaille toujours. Avant, il y a comme une vingtaine d'années, on parlait d'arthrite rhumatoïde juvénile, ce qui était vraiment une erreur parce que c'est comme si l'enfant était juste une copie collée de l'arthrite rhumatoïde de l'adulte et puis que du coup on ne prenait pas en compte toutes les autres spécificités des arthrites de l'enfant. Parce que la forme qui peut s'apparenter à la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte, c'est ce qu'on appelle la forme polyarticulaire facteur rhumatoïde positif, et ça c'est 5% des formes de l'enfant. Donc c'était vrai, de donner ce nom-là, c'était vraiment une erreur parce que ça représentait la réalité de 5% des enfants qui avaient de l'arthrite. Donc on a travaillé sur d'autres dénominations, puis la dernière qui a été choisie au niveau international, donc c'est l'arthrite juvénile idiopathique, et puis c'est ce qu'on appelle cette forme différente. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces classifications-là sont faites pour que quand on fait de la recherche pour les enfants, on soit capable de les classifier, puis par exemple de savoir quel médicament va mieux être efficace pour quelle forme. C'est un petit peu restrictif, mais ce n'est pas des classifications qui permettent de donner un diagnostic, mais ça aide au diagnostic. Mais elles sont très exclusives et puis très sévères, ces classifications-là, justement pour qu'on puisse les utiliser pour la recherche et puis l'accessibilité, par exemple, à des médicaments, à des prises en charge différentes. Donc, il y a une première forme qui s'appelle l'arthrite systémique, qui est une maladie un petit peu différente avec de la fièvre, beaucoup plus de choses qui vont atteindre d'autres organes. Il y a la forme oligo-articulaire, qui est la plus fréquente chez l'enfant. C'est à peu près 75% des formes de l'enfant. Et puis, dans son évolution, soit elle va rester... En fait, c'est le nombre d'articulations atteintes qui donne la dénomination oligoarthrite ou polyarthrite. Jusqu'à 4 articulations inclusivement, on parle d'oligoarthrite. Puis à partir de 5 articulations et plus, on parle de polyarthrite. La forme la plus fréquente, donc, c'est l'oligoarthrite, l'oligoarticulaire. Puis on dit qu'elle est persistante si elle reste avec moins au plus 4 articulations. Puis on dit qu'elle est oligoarticulaire étendue si elle passe à plus d'articulations dans son évolution. C'est important de garder les dénominations pour un petit peu continuer à regarder comment on va les prendre en charge, puis qu'est-ce qu'on va surveiller. Et puis, donc il y a les formes après polyarticulaires. Il y en a 2 formes différentes. Soit le facteur rhumatoïde est négatif, soit le facteur rhumatoïde peut être positif. Et puis c'est cette forme-là qui est plus particulièrement semblable à la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte. Il y a l'arthrite psoriasique, comme on peut avoir à l'adulte, ou à ce moment-là, on peut avoir une maladie de la peau associée, du psoriasis. Il y a la forme anthésite et arthrite, qui est un petit peu la même catégorie dans la manière de se déclarer que les spondylarthrites de l'adulte. Et puis, il y a ce qu'on appelle autre arthrite, qui est un petit peu quand on n'a pas assez d'éléments, parce que je vais vous montrer les tableaux, puis avec les choses d'exclusion qu'on a. Donc, il y a cette dernière forme qui est d'arthrite indifférenciée, qui est un petit peu différente quand on ne peut pas mettre vraiment dans les catégories, comme on disait, les catégories pures pour permettre de faire de la recherche. En particulier, quand on est oligo-articulaire, mais qu'il y a du psoriasis, une histoire de psoriasis chez un des parents, ben on ne peut pas être mis dans la forme oligo-articulaire. Et puis du coup, on est mis dans la forme la forme 7, la forme arthrite indifférenciée. Mais en pratique, le patient, il est oligo-articulaire et puis il faut qu'on le traite tel quel, parce que cette dernière forme, c'est juste qu'on ne peut pas
l'inclure pour les études, mais ça permet quand même de le voir. Donc, c'est à cause des fois des paramètres d'exclusion qu'on a une dernière catégorie qui existe. Donc, c'est la dernière catégorie, c'est soit les formes qui vont pouvoir rentrer dans 2 catégories différentes, soit qui vont avoir un critère d'exclusion pour être rentrées dans les études. Alors, dans la vraie vie, soit on peut avoir des facteurs d'exclusion, comme on dit là, puis qui permettent moins de rentrer dans la classification. Donc, soit on peut avoir 2 choses, des éléments de 2 types d'arthrite, donc ce qu'on appelle un chevauchement. Soit on va avoir une évolution dans le temps, donc des formes par exemple oligo-articulaires, et puis dans l'évolution, hop, il y a une plaque de psoriasis sur la peau qui sort, puis hop, ça devient une arthrite psoriasique. Donc ça, c'est des choses avec lesquelles on a l'habitude de travailler, puis de retravailler le diagnostic du patient pour lui offrir la meilleure prise en charge et puis le meilleur accès au traitement adapté à sa forme en fonction de comment il se présente dans le temps. Donc, comme on disait, puis je suis un peu puriste pour ça parce que je travaille en pédiatrie aussi, mais pour moi, une arthrite juvénile demeure une arthrite juvénile à l'âge adulte parce qu'il y a vraiment des particularités qu'il ne faut pas qu'on perde. Souvent, quand il va y avoir la transition à l'âge adulte, où le patient va être pris en charge par un rhumatologue adulte, il va avoir peut-être tendance à lui donner une étiquette comme polyarthrite rhumatoïde ou polyarthrite séronégative ou arthrite psoriasique. Mais il faut quand même qu'il garde en tête que c'est une forme qui a débuté tôt pour la certaine surveillance. Donc moi, j'ai un côté un peu puriste là-dessus. Qu'est-ce que deviennent les arthrites juvéniles à l'âge adulte? C'est difficile à le voir parce que souvent, il va y avoir un passage, une transition du monde de la pédiatrie vers le monde adulte et du coup une perte de suivi des caractéristiques du patient. Et puis, si on essaye de faire des registres de recherche, on fait de la recherche pan-canadienne là-dessus, souvent on perd le suivi à l'adulte parce que les rhumato-adultes ne sont pas intégrés s'intègrent pas dans ces protocoles de recherche, ne reprennent pas la suite de la recherche. Et puis aussi, ce qui est particulier, c'est que les patients qui demeurent actifs à l'âge adulte sont les patients souvent les plus chroniques, les plus graves dans le temps, parce qu'on a une chance à l'enfance, c'est que parfois ça peut s'éteindre. Donc on a une vision du côté adulte, une vision très parcellaire des patients plus graves ou qui nécessitent encore des médications. Donc on a une vision assez parcellaire quand on essaye de savoir qu'est-ce qui se passe chez ces patients-là. Et puis, c'est ça, comme on disait, les dénominations à l'adulte peuvent parfois être modifiées. Ça, c'est une étude qui a été faite en 2006 qui regardait un petit peu qu'est-ce que devenaient les patients juvéniles. Et puis, dans les formes oligo-persistantes, donc les formes qui restent oligo-articulaires, selon les études, on a 25 à 50% des patients qui vont rester actifs à l'âge adulte. Donc, le bon côté, si on regarde ça positivement, il y a jusqu'à 75% des patients dont la maladie va s'éteindre avant l'âge adulte. Si on regarde par contre les oligo-étendus puis les polyarticulaires facteurs rhumatoïdes positifs, ceux-là, ce sont ceux qui ont le plus de risques de persister à l'âge adulte. Persister à l'âge adulte, ça ne veut pas dire qu'on est malade et puis qu'on a mal tout le temps. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir besoin de continuer des médicaments, mais qu'on peut avoir une maladie très bien contrôlée à ce moment-là. Mais ça veut dire que la maladie n'est pas comme éteinte. Puis quand on parle de rémission en rhumato, c'est des fois souvent, comme on pourrait presque dire guérison, sauf qu'il y a un risque que la maladie se réallume à un autre moment. Donc on ne parle pas de guérison, on parle de rémission. Donc toute classe incluse, il y a à peu près 50% des patients qui vont rester actifs à l'âge adulte, dont la maladie va rester active à l'âge adulte, mais active, on s'entend bien que c'est pas, ils sont forcément dans la douleur tous les jours là, mais ils vont peut-être nécessiter des médicaments à ce moment-là. Ce qu'il faut considérer dans cette étude-là, on parle de 2006. Le premier agent biologique qui a été utilisé, qui a été accessible pour l'enfant au Québec, c'est 2005. Ça a été l'Ambrelle qui a été accepté à ce moment-là pour l'enfant en 2005. Donc l'avenir est beaucoup plus prometteur que ça encore, dans le sens où la médication a beaucoup amélioré la prise en charge des patients. On éteint mieux les maladies, il y a moins de séquelles
sur la croissance osseuse. Donc, ça demande encore quelques années pour qu'on sache, parce qu'un enfant qui commence à 1 an, ben, c'est sûr que lui, il a encore comme 17 ans avant qu'il arrive à l'âge adulte et qu'on soit capable de savoir qu'est-ce qu'on a comme résultat. Donc, on s'attend à ce que ce type de résultats, pour l'instant, on n'a pas d'études plus récentes, on est en train de les faire, mais on va avoir des résultats encore beaucoup plus prometteurs que ça dans l'avenir. Donc, par rapport aux formes de l'adulte, qui sont des maladies chroniques qui s'éteignent quand même beaucoup plus rarement, la forme de l'enfant est une forme qui, à la fois, peut être plus grave parce qu'on atteint un corps qui est en croissance, donc des os qui vont avoir les conséquences de cette inflammation dans leur croissance. Mais dans l'autre sens, on a beaucoup plus de chances de mieux les éteindre et puis que ce soit des maladies dont qu'on arrive à éteindre. Et puis, on n'a pas encore le mot guérison, mais peut-être que dans l'avenir, c'est quelque chose qu'on pourra dire, mais on met en rémission à l'heure actuelle. Donc, comme on disait là, on est sur un squelette qui est en croissance. Donc, il faut vraiment qu'on se donne les outils pour éteindre au mieux cette maladie. Premièrement, pour la qualité de vie des enfants, pour l'expérience de douleur qu'ils vivent, qui n'est pas normale chez un enfant, mais aussi parce que mieux on va éteindre, moins on a de risques que cette inflammation abîme non seulement l'os qui est déjà là, mais la croissance de l'os à venir. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a une inflammation dans un genou, puis pas dans l'autre, le genou qui est atteint va avoir une croissance différente. Cette inflammation qui est localisée dans l'articulation va d'abord augmenter la croissance de l'os parce que les cellules de l'inflammation nourrissent la croissance. Mais chez l'enfant, avec la croissance, on a des cartilages de croissance. Et puis, ces cartilages vont fusionner beaucoup plus rapidement. Donc, à plus long terme, on va avoir, par exemple, la jambe atteinte qui risque d'être plus courte que l'autre. Donc, on va avoir des inégalités de croissance possibles. Et que, par exemple, si on a une jambe plus courte, même si la maladie, c'est à un moment donné, on a un bassin qui, au lieu de... Le bassin, il est posé sur les 2 jambes. Donc, si les 2 jambes ne sont pas de la même taille, le bassin, il va basculer. Puis, au-dessus du bassin, il y a le rachis, qui est cette pile d'assiettes, une pile de vertèbres qui s'empilent l'une sur l'autre. Donc, si la table, qui est le bassin, n'est pas droit, la pile d'assiettes, elle va se mettre croche. Puis, la croissance va se faire croche aussi au niveau du rachis. Donc, ça peut engendrer des scolioses secondaires. Donc, même si l'arthrite a une potentiel de s'éteindre par elle-même, il ne faut pas qu'on attende et puis qu'on prenne une chance avec tout ça parce que l'enfant, après l'adulte, va vivre avec toutes ces séquelles qui vont générer des douleurs mécaniques, même s'il n'y a plus les douleurs inflammatoires de l'arthrite. Donc, c'est vraiment important qu'on se batte pour éteindre au mieux ces arthrites chez l'enfant. Et puis, au niveau de l'articulation, l'arthrite va peut abîmer l'os, peut donner de l'inflammation. Et puis, ces ballons d'inflammation là, dans les articulations, ça fait la structure de l'articulation va se gonfler. Et puis, ça peut faire comme un ballon sur lequel on peut plus forcer pour étendre ou fléchir. Et puis, toutes les structures de ligaments puis de muscles qui sont en train de grandir avec la croissance osseuse vont pas grandir correctement. Puis même le fait que ces tendons-là ne grandissent pas correctement, ça fait qu'on n'a plus la possibilité de fléchir ou d'étendre complètement nos articulations. Donc, chez l'adulte, ces tendons puis sont déjà formés. Donc, même si l'articulation s'abîme, on aura toujours cette capacité-là. Mais chez l'enfant, toutes ces structures qui sont à côté de l'articulation sont importantes aussi à travailler. Donc, c'est vraiment des douleurs qui sont engendrées pour les enfants. Puis, ça peut être aussi des troubles esthétiques qui peuvent toucher des adolescents, des jeunes adultes. Là, c'est quand même des choses avec lesquelles ils vont vivre toute leur vie. C'est aussi des défis pour les orthopédistes parce que c'est des structures osseuses qui vont être différentes pour qui travaillent. Donc là, c'est quelques exemples de ce que ça peut être. Et puis en particulier, chez l'enfant, ça peut plus fréquemment atteindre ce qu'on a l'articulation temporomandibulaire, qui est l'articulation de la mâchoire.
Donc, on voit le petit garçon à gauche, ce qu'on appelle une rétrognatsie, le menton qui est comme reculé en arrière parce que la mâchoire n'a pas grandi correctement parce qu'il y avait une atteinte de ses articulations de la mâchoire. Donc, il faut considérer que ça a un impact vraiment sur tout le corps chez l'enfant, que à chaque fois qu'il y a deux os, il y a une articulation au milieu, puis qu'à chaque fois qu'il y a une articulation, elle peut être atteinte par l'arthrite. Donc, c'est des choses qu'il faut considérer. Ça, c'est des images qui, heureusement, ont été faites au XXe siècle. Là, on est au XXIe siècle, on ne devrait plus voir ce genre de choses, mais il ne faut pas le négliger. Ça peut être, et puis les adultes qu'on traite à l'heure actuelle qui ont l'arthrite depuis une vingtaine ou plus d'années, on peut avoir encore ces séquelles-là. Donc, c'est important de les considérer. Donc, je vous montre quelques exemples de radiographies qui sont reliées à l'arthrite juvénile. À droite, on voit une radiographie normale d'un jeune adulte qui vient de finir sa croissance. Donc, on voit qu'au niveau du poignet, vous avez plein de petits os qui grandissent normalement. Puis les photos de gauche sont des photos d'un patient où on voit comment ces os-là n'ont pas pu grandir. Au niveau du poignet, on voit comment, désolé pour les gens qui nous voient de l'extérieur, mais je viens quand même vous montrer. Ici, on voit qu'il y a tout ce côté du poignet qui s'est construit. Puis ici, on voit que c'est un amalgame osseux qui n'a pas pu se grandir correctement. On voit aussi la même chose ici. Et puis même les os du poignet, là, les os qui sont ici, on voit qu'ici, normalement, on a de l'espace qui nous permet, cet espace, de bouger, d'avoir de la mobilisation. Puis on voit ici qu'il n'y a plus d'espace, qu'il y a ce qu'on appelle une luxation, donc le poignet est comme dévié comme ça à cause de la croissance osseuse. Et puis on imagine bien que là, il n'y a plus de cartilage, il n'y a plus de moyen de mobiliser. Donc ça fait des poignets qui deviennent malheureusement non fonctionnels. Et puis il faut trouver des moyens d'adapter pour que le patient puisse vivre avec ça, puis avoir un travail, avoir une vie sociale reliée à ça. Et puis, on voit aussi également au niveau des doigts, là, les articulations des doigts qui sont normalement avec un petit... ça, c'est le petit liseré noir, c'est la partie qui va pouvoir coulisser, c'est la partie articulaire. Puis, on voit à des endroits qu'il n'y a plus d'articulation. Donc, ça, c'est des doigts qui sont difficilement fonctionnels pour la vie, là. Là, c'est un autre exemple de poignet abîmé. Et puis, comme on dit, toutes les articulations peuvent être abîmées. L'épaule normale à gauche, la tête de l'épaule, c'est comme ce qui nous permet d'articuler. C'est comme si on avait une boule dans un système qui permet c'est une articulation qui est très complexe parce que c'est une boule qui va avoir des rotations, puis tous les mouvements, on peut les faire en même temps. Donc, c'est quelque chose de complexe, mais il faut qu'on ait une belle boule qui va pouvoir coulisser dans une structure cavitaire pour pouvoir s'articuler dans tous les sens. Puis malheureusement, chez l'enfant, si l'épaule est atteinte et ne grandit pas correctement, ben, la boule, elle va être plus une boule, mais une structure qui n'a plus de forme, puis du coup, qui va vraiment avoir du mal à coulisser dans l'autre structure qui sera peut-être même pas une belle cavité. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Autant chez l'arthrite, chez l'adulte, la boule qui est formée peut s'abîmer. On peut faire différentes maladies qui vont abîmer ça, mais on a quand même deux structures qui a initialement été congruentes et puis fonctionnelles. Et puis ça, c'est ce que ça donne comme apparence avec des structures qui sont esthétiquement aussi parfois difficiles à présenter pour certains patients. Ça, c'est la même chose au niveau de la hanche. Donc à droite, une hanche normale. Puis à gauche, deux hanches, c'est pareil, le système de la hanche, c'est aussi une boule qui va coulisser. Donc on voit que même la structure, la hanche de droite, donc celle qui est la plus extrême, a même plus de cavité, là, rien ne s'est construit correctement. Ce qui est important de savoir, c'est que les orthopédistes qui vont travailler là-dessus sont des personnes formidables parce que c'est des opérations qui durent des fois 6-9 heures. Là, c'est beaucoup plus complexe que chez un adulte qui a une structure normale parce qu'il va falloir comme recréer toutes les structures
pour ces patients-là. Heureusement, on a besoin de moins en moins d'avoir accès aux prothèses, mais il y a quand même des jeunes adultes qui vivent avec des prothèses. Une prothèse, pour l'instant, c'est à peu près une durée de vie de 20 à 30 ans. Donc, si on a une prothèse comme à 17 ans, ben, ça veut dire qu'on va avoir plusieurs remplacements de prothèses dans la vie. C'est des choses qui sont quand même réservées à des patients qui sont plus fonctionnels. On voit ici là, que le patient n'était plus capable de bouger, il était en chaise roulante. Donc, c'est sûr qu'au lieu de dire ben, on te laisse en chaise roulante maintenant, on va t'opérer quand tu auras 50 ans, puis à ce moment-là, tu n'auras même plus de muscles, tu n'auras même plus ta capacité. Donc, on se dit qu'il vaut mieux être opéré peut-être à 17-18 ans. Ce jeune patient a été opéré à 18 ans. Et puis, peut-être que oui, sa première prothèse va durer 20 ans, sa deuxième, un autre 20 ans. Peut-être qu'il pourra avoir une troisième, mais que peut-être qu'on repousse quand même son utilisation de la chaise roulante à plus tard et puis qu'il peut profiter un peu plus de sa jeunesse. Et puis peut-être, quand on est toujours optimiste, on se dit ben, peut-être que dans 20 ans, il y aura des nouveaux matériaux qui permettront d'être plus longs de durée, puis que peut-être qu'on va encore gagner, puis qu'il va gagner une qualité de vie pour beaucoup plus longtemps. Mais ce patient-là a été remis debout grâce à ses prothèses et puis a repris une vie normale, un travail normal. Il s'est réinséré dans la société. Donc c'est quand même des prouesses techniques qui permettent des belles avancées. Puis encore un autre exemple d'un patient avec deux hanches et puis deux genoux complètement dysfonctionnels qui ont bénéficié de prothèses, mais on voit que c'est des prothèses très compliquées sur des os qui sont quand même plus fragiles que chez des patients, par exemple, porteurs d'arthrose ou quoi que ce soit. Une caractéristique aussi chez l'enfant, c'est l'uvéite. L'uvéite, c'est une inflammation de l'œil. Quand on a de l'arthrite juvénile, on vous embête avec des bilans chez l'ophtalmo tous les 3 mois au début, après tous les 6 mois, tous les ans. Puis selon la forme d'arthrite, on a plus ou moins de risque de faire cette uvéite. Mais c'est vraiment une caractéristique de la forme de l'enfant, c'est que l'inflammation qu'on a dans les articulations peut se loger dans les yeux. Donc, ça atteint plus fréquemment les formes oligo-articulaires. Et puis souvent, le risque, c'est qu'elle soit bilatérale. C'est pareil, la perte de vision peut être générée par cette inflammation si on ne la voit pas à temps. C'est des chiffres aussi d'avant les prises en charge qu'on a avec les médicaments actuels. C'est des chiffres de 2005. Donc, on s'attend à ce qu'il y en ait moins maintenant, puis que ça soit moins grave, mais il ne faut vraiment pas ne pas y penser, puis ne pas faire le diagnostic. Malheureusement, il y a 2 choses qui sont importantes à savoir, c'est que ça n'a pas rapport avec l'activité de l'arthrite. On peut avoir une arthrite qui s'est éteinte, puis pof, la maladie se met dans l'œil. On peut passer à côté de ça si on ne fait pas le dépistage régulièrement. Et puis l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que 80% des formes, c'est une petite diapo après, 80% des formes vont être asymptomatiques, c'est-à-dire que l'enfant se plaint de rien, c'est pas rouge, il se plaint pas de mal voir au début, il se plaint pas d'avoir des problèmes avec la lumière au début, il n'y a pas de maux de tête, il n'y a rien, puis il va chez l'ophtalmo, puis on vous dit il y a une uvéite, il va falloir la traiter. Donc, il ne faut vraiment pas négliger ce dépistage. Et puis même quand l'arthrite va s'éteindre, continuer à le faire, même si l'arthrite ne se rallume pas. Donc, l'uvéite, c'est quoi? C'est des cellules inflammatoires qui vont se mettre au niveau de l'œil, donc dans la chambre antérieure de l'œil, donc qui vont comme opacifier cette chambre antérieure par rapport au nombre de cellules. Mais au début, quand on commence à avoir juste quelques cellules, ça ne brouille pas forcément la vue. Et puis, ça va comme créer des rétractions au niveau de l'œil après, faire des dépôts de calcium aussi dans la cornée qu'on appelle les bandes de kératopathie. Puis ça, à ce moment-là, on commence à le voir, nous, à l'examen. Mais sinon, avant, là, quand on a quelques cellules dans l'œil, c'est l'ophtalmo avec son examen à la lampe à fente qui va être capable de les compter puis de voir qu'il y a ces cellules-là. Puis à la fin, ça peut même générer des cataractes. Donc, quand ça arrive à toutes ces complications, on peut les voir et puis les traiter, mais malheureusement, c'est trop tard dans la prise en charge. Il faut qu'on agisse bien avant ça. Donc, c'est ça, c'est la diapo dont je vous parlais tout à l'heure. Là,
pas de symptômes, là, c'était une étude de 87 où il y avait 65% des patients qui présentaient pas de symptômes. Mais à l'heure actuelle, on dit 80% des formes, jusqu'à 80% des formes qui vont être asymptomatiques. Donc, l'enfant se plaindra de rien, mais c'est que l'ophtalmo qui va pouvoir faire le diagnostic. Sinon, ça peut se manifester par de la douleur, de la rougeur, des changements de vision. Photophobie, c'est le fait d'être ébloui par la lumière, que la lumière gêne la vision, puis des maux de tête aussi. Donc ça, c'est le tableau qu'on donne aux ophtalmos avec qui on travaille sur le rythme de surveillance, donc aux 3 mois, 6 mois ou 12 mois, selon les facteurs de risque. Et puis, des fois, ça arrive encore que certains ophtalmos qui n'ont pas l'habitude de l'arthrite juvénile vont dire « Ah ben, revenez me voir quand ça fait mal ou que c'est rouge. À ce moment-là, je vous verrai en urgence. » Mais il ne faut absolument pas que ça se passe comme ça. Il faut faire du dépistage systématique. Alors, à l'heure actuelle, les traitements pour l'arthrite, selon les formes, hein, je vous donne des lignes directrices, mais ça va dépendre de votre forme d'arthrite, ça doit être adapté. Donc, il y a souvent les anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'on utilise. Chez l'enfant, on a des ajustements à faire par rapport à l'âge, au poids, à la taille de l'enfant. Donc, c'est des manipulations un petit peu différentes. Et puis, certains produits vont être préparés directement pour l'enfant, comme le Naprosyn qui existe en suspension liquide, donc qui nous permet d'être adapté au poids, puis que l'enfant qui n'avale pas les comprimés puisse avoir accès à ces médicaments-là. Mais sinon, on a toujours moyen de les faire préparer par les pharmaciens. Donc, si, par exemple, le Naprosyn n'est pas assez efficace ou qu'il y a un effet secondaire ou quoi que ce soit, puis qu'on doit changer à une autre forme, il y a des recettes auxquelles ont accès les pharmaciens pour préparer les autres anti-inflammatoires qui existent. Il y a les stéroïdes, donc la cortisone qui peut être utilisée. On essaye de moins l'utiliser par rapport aux effets secondaires possibles quand on la prend par la bouche ou en intraveineux sur du long terme, mais on peut l'utiliser en infiltration. Puis par exemple, sur une forme où il n'y a qu'une articulation qui va être atteinte, souvent c'est un très bon moyen parce que ça concentre la médication à l'endroit où on en a besoin. Et puis des fois ça éteint, puis des fois ça suffit pour éteindre la maladie. Donc il faut que selon la forme et selon l'évolution, on regarde quelle est la meilleure solution. Ensuite, il y a les médicaments qu'on va mettre sur du plus long terme, donc ce qu'on appelle les DMARDs, qui sont des maladies, des médicaments qu'on va prendre régulièrement. Il y a plusieurs formes qui existent. Le plus fréquent qu'on va utiliser, c'est le méthotrexate, qui peut s'utiliser sous 2 formes, soit en comprimé, soit en injection sous-cutanée. On l'associe avec l'acide folique parce qu'il en consomme pour fonctionner, puis que dans l'alimentation, on peut manquer de cette vitamine-là. Donc, on l'associe avec des comprimés d'acide folique qui est juste une vitamine. Et puis, l'acide folique permet des fois de ne pas développer certains effets secondaires du méthotrexate. Et puis, s'il y a des effets secondaires, on va s'ajuster après pour essayer de contrer ces effets secondaires pour la qualité de vie, parce qu'il y en a qui peuvent être désagréables. Ensuite, il y a des alternatives qui sont à peu près de la même classe de médicaments, comme le léflunomide, la sulfasalazine, qui sont des médicaments qu'on peut utiliser et adapter chez l'enfant. Puis après, il y a les nouveaux médicaments qu'on appelle les agents biologiques, qui ont été utilisés d'abord chez l'adulte. On s'entend que on fait les essais d'abord chez l'adulte par rapport aux effets secondaires qu'on peut avoir. Et puis quand on est rassuré sur l'utilisation des médicaments, on les essaye chez l'enfant. Donc il y a toujours un petit délai d'accessibilité qui sont des délais plus de sécurité, mais malheureusement qui nous donnent un accès des fois un peu plus difficile chez l'enfant. Donc il y a des médicaments il y a plus de médicaments à l'heure actuelle qui sont accessibles aux adultes. Il y en a moins qui sont accessibles directement aux enfants, mais il y a beaucoup de processus. Si un enfant a besoin d'un médicament, nous, on peut faire une intervention auprès des compagnies d'assurance ou auprès du gouvernement, de la RAMQ, pour justifier pourquoi il le faudrait chez l'enfant. Donc, ceux qui sont actuellement acceptés chez l'enfant, c'est l'Ambrelle. Là, malheureusement, je n'ai pas toutes les formulations en fiole, parce que aussi une limitation, comme on disait pour les anti-inflammatoires, mais une des limitations qu'on a, c'est qu'il faut qu'on ait une formulation qui soit ajustée pour l'enfant, en particulier les fioles, qui vont nous permettre d'avoir exactement la quantité de médicaments dont l'enfant a besoin. Parce que chez l'adulte, il y a une formulation.
Par exemple, l'Ambrelle, c'est 50 mg par semaine. Que vous pesiez 40 kg ou 140 kg, ben, c'est 50 mg par semaine, c'est pareil. Donc, ce n'est pas forcément non plus quelque chose de très ajusté chez l'adulte, mais c'est une manière de prescrire à l'adulte. Chez l'enfant, on s'entend que quelqu'un qui a 1 an ou quelqu'un qui a 14 ans n'a pas le même métabolisme d'absorption des médicaments, n'a pas le même poids, la même taille, donc il faut qu'on ajuste les doses. Donc, l'Ambrelle a créé une fiole pour l'enfant, et puis l'administration est 2 fois par semaine chez l'enfant. L'autre médicament qui est accessible, les autres, ceux qui sont entourés en noir, sont ceux qui sont accessibles pour l'arthrite juvénile polyarticulaire. Donc, à partir du moment où on a 5 articulations, donc l'Ambrelle, l'Orencia, qui est une formulation en intraveineux. Donc, ça veut dire qu'il faut se rendre dans un centre de perfusion. À Québec, ça va être à l'hôpital que vous allez venir si vous avez un enfant qui est jeune, là, jusqu'à 12 ans, on les prend à l'hôpital. Et puis après, c'est des centres de perfusion qu'on trouve dans les différentes régions ou différentes cliniques privées qui vont s'ajuster pour l'enfant plus grand. Donc tout ça, c'est pareil, ça nous permet d'ajuster vraiment au poids de l'enfant. Ensuite, il y a l'Actemra, qui est aussi une formulation intraveineuse. Et puis, il y a le Remicade, qui peut être utilisé aussi en formulation intraveineuse. Et puis, autrement, il y a l'Humira, qui a été accepté par Santé Canada, mais pas par l'INES. Mais du coup, par exemple, les compagnies d'assurance peuvent le couvrir des fois, ont accepté de le couvrir des fois directement pour l'enfant. C'est une administration sous-cutanée aux 2 semaines. Donc, on a quand même quelques formulations qui marchent. Si jamais, par exemple, l'enfant ne répondait pas à ces médicaments-là, les autres médicaments, puis maintenant, il y en a encore d'autres qui existent pour les formes de l'adulte, on peut les demander puis les justifier auprès des organismes payeurs. Ça demande plus d'administratif, ça demande plus de démarches, mais on a quand même une écoute. Et puis au Québec, on a quand même souvent vraiment un accès aux médicaments qu'il faut le reconnaître, qui est quand même assez formidable par rapport même à d'autres provinces canadiennes. Après, il y a les médicaments qui vont être plus spécifiques à certaines formes. Par exemple, l'arthrite juvénile systémique est une maladie différente dans sa manière de produire l'inflammation. Donc, les médicaments qui vont permettre de stopper cette inflammation vont être différents. Donc, on a l'Actemra, qu'on donne aussi dans l'arthrite juvénile polyarticulaire. Mais dans la forme polyarticulaire, ça va être donné à des doses moindres et puis au mois. Puis, par exemple, dans la forme arthrite juvénile systémique, ça va être aux 2 semaines et puis des doses plus fortes. Donc, on adapte notre médicament à la forme d'arthrite. Et puis, il y a l'Hilaris, qui est un médicament qu'on appelle un anti-IL1, qui se donne en sous-cutané. Donc, il y a différentes classes. Il y a les formes, comme on appelle ça, des anti-TNF, comme Ambrelle, Humira ou Remicade. Il y a les anti-IL6, interleukine 6, comme l'Actemra, qui peut être donné. Il y a les anti-Laurencia marche sur les cellules, donc c'est encore un processus qui est différent. Et puis l'Hilaris, qui est un anti-interleukine 1. Donc, la forme même si vous avez une arthrite juvénile idiopathique, le type d'arthrite que vous avez va permettre de mieux comprendre comment vous produisiez on pense que vous produisez votre inflammation, parce qu'on est encore en train de faire de la recherche là-dessus. Et puis, il va permettre de mieux choisir le médicament qui a le plus de chances d'être efficace pour vous. Et puis après, malheureusement, c'est un processus encore à l'heure actuelle d'essai-erreur. Donc, on essaye de mieux comprendre la maladie, de mieux déterminer son processus de fonctionnement et de mieux de trouver le médicament qui est potentiellement le plus efficace pour vous. À l'heure actuelle, on fait de la recherche pour avoir des prises de sang qui nous permettraient d'avoir un cheminement beaucoup plus rapide et de mieux comprendre, de nous dire, par exemple, on ferait une prise de sang, puis on dirait le patient, oh, il produit beaucoup de TNF. Lui, le médicament qui risque d'être le mieux efficace pour lui serait un anti-TNF, puis on aurait peut-être moins d'errance dans le traitement, malheureusement, des fois. Par contre, ce qui est très, très formidable, c'est que souvent, l'enfant a une réponse thérapeutique plus rapide et beaucoup plus presque miraculeuse des fois. Là. Donc, souvent, il répond à plus de médicaments différents. Donc, ça a son petit côté aussi de ce côté-là, mais c'est ça. On a du choix, on a de plus en plus de choix.
Donc, c'est ça, il y a eu un essor considérable des avancées thérapeutiques majeures dans l'accessibilité. On parle depuis 2005 là, qu'on a un accès direct au biologique pour l'enfant, donc les différentes médications dont on a parlé. Et puis, comme on parlait des études, malheureusement, là, les dernières études chez l'enfant étaient surtout des études parues en 2005, qu'est-ce qui devenait à l'âge adulte et tout. Les études qu'on fait à l'heure actuelle va nous montrer qu'est-ce qu'on a pu changer grâce à ces médicaments dans l'évolution de nos patients, puis pour leur pronostic à plus long terme, puisque ces jeunes vont vivre toute leur vie, soit avec leur maladie, leur traitement, ou les séquelles de leur maladie. Donc, il faut vraiment qu'on essaye de minimiser tout ça au maximum. Donc, une meilleure contrôle de la qualité de vie directement pour l'enfant, moins de risques de déformation, de flessum, de troubles de croissance, puis plus on va éteindre la maladie, mieux on va l'éteindre, plus on a de chances qu'elle s'éteigne définitivement. Donc, il faut qu'on ait une action le plus rapide possible, une escalade thérapeutique, souvent le plus rapide possible, pour donner une chance à ce que ça s'éteigne le mieux, puis le plus longtemps possible. Donc, on est encore en train de beaucoup travailler avec le gouvernement sur l'accessibilité des médicaments pour la tranche d'âge pédiatrique. Et puis, il y a vraiment une ouverture. C'est souvent des données de sécurité qui nous manquent à long terme pour obtenir ces accès-là. Mais on a vraiment une belle écoute du gouvernement là-dessus. Et puis, des nouvelles molécules thérapeutiques qui vont venir encore. Je vais vous parler un peu du programme d'aide-entraide qu'on a créé. Là, je suis particulièrement chanceuse d'avoir été chaperonnée par la Société d'arthrite dans ce projet-là. Et puis par le CHUL, qui est mon institution de travail. Donc, on a créé ce programme-là pour soutenir et puis donner de l'information aux patients. C'est sûr que quand on rentre dans la maladie, là, vous venez à une consultation et puis le premier jour, on vous parle de la maladie, on voit tout de suite... c'est difficile là, de réaliser que son enfant va avoir une maladie chronique, qui peut avoir des séquelles, qui peut avoir des conséquences importantes pour lui. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Puis on n'a pas tous les éléments au début de la maladie pour savoir vraiment comment va cheminer chaque enfant. Donc c'est quand même des chocs traumatiques, des fois pour l'enfant, pour la famille, pour toute la structure qui va entourer l'enfant. Et puis il y a beaucoup d'informations, puis de soutien qui n'existent pas malheureusement dans les prises en charge au Québec, des soutiens de psychologie, de travail social ou quoi que ce soit qui manquaient dans la prise en charge. Donc c'est pour ça que j'ai eu à cœur de créer cette association-là pour donner un petit peu du soutien aux familles qui rentraient dans la maladie. Donc, en fait, au début, ça a été créé au CHUL comme le modèle a marché. Donc, on l'a implanté pour les patients adultes et puis on l'a implanté maintenant à Lévis, Trois-Rivières et il va être actif à Montréal aussi. Donc, c'est un programme qui a 2 volets. Il y a un volet aide et un volet entraide. Le volet aide, c'est un fonctionnement direct pour les parents. Donc, Manon Cloutier, qui est la ressource qui vient au CHUL souvent. Puis maintenant, on a de plus en plus d'autres ressources qui viennent l'aider pour partager les expériences. Donc, rencontre les familles. On essaye qu'ils les rencontrent au diagnostic. Des fois, là, ça fait des grosses journées pour le patient et la famille. Donc, ça peut être lors d'une rencontre ultérieure ou si les gens habitent dans la région, ça peut être aussi séparément de leur consultation-là. Et donc, ils vont un petit peu partager et puis on va essayer d'identifier quels sont les besoins de la famille pour le soutien dans la traversée de cette maladie-là. Donc, il y a des brochures d'information. On a fait des outils de référence pour essayer de déterminer les ressources. On sait quand même à Québec, on couvre tout l'est du Québec, le Nouveau-Brunswick francophone, les îles de la Madeleine. Donc, c'est des gens qui vont des fois prendre 3 jours de congé, venir faire le voyagement et trouver une structure pour loger. Des fois, c'est dernière minute parce que le patient a une crise et puis il faut qu'on le voie rapidement. Donc, il y a des structures d'aide
une brochure d'aide pour des logements, des moyens de s'organiser de dernière minute. Il y a tout le réseau des psychologues, des ressources, parce que chaque région a des ressources différentes. Donc, on a travaillé là-dessus. Donc, on a créé des outils de référence dans ce sens-là. Et puis, on a créé des conférences là, avec des gens formidables qui donnent beaucoup de leur temps bénévolement pour venir vous parler de diététique, prise en charge par l'activité, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, même des gens du monde du sport qui viennent soutenir un petit peu tout ce volet-là pour aider dans toutes les choses annexes à la maladie, où on a beaucoup de questions, beaucoup de choses qui se véhiculent comme information, mais que sur Internet, là, il y a à boire et à manger. Là, il y a des choses qui sont très bonnes et puis des choses qui sont fausses. Donc, pour départager dans ce démêler là-dedans, là, il y a vraiment des soutiens qui viennent donner des conférences et des ateliers d'information. Et puis, il y a le volet entraide, donc un moyen de partager, briser l'isolement, parce que l'arthrite juvénile, ça atteint un enfant sur 2000 à 3000 à peu près au Québec. Excusez-moi, ça atteint 2 à 3 enfants sur 1000 au Québec. J'ai dit dans le mauvais sens. 2 à 3 enfants sur 1000. Donc, il y a à peu près un enfant par école qui va être atteint au Québec. Et puis, il y en a même dans la région, là, plusieurs par école qui peuvent être atteints. Le bon côté, c'est que mieux on traite les patients, moins ça se voit qu'ils ont de l'arthrite. Le mauvais côté, c'est que on ne se sent pas compris parce qu'on a mal, mais ça ne se voit pas. Donc, il y a moins d'écoute des structures adjacentes. Et puis, il y a moins de partage parce que quand ça se voit, quelqu'un qu'on voit handicapé, une autre personne qui se voit handicapée va pouvoir partager, sauf que là, personne identifie quelqu'un d'autre qui est handicapé. Puis heureusement, parce que à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus rare que les enfants aient vraiment un handicap qui va les suivre dans leur cheminement. Mais du coup, là, c'est difficile, on se sent comme isolé. Puis en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent cette réalité-là et que de le partager, de le verbaliser, comme le film sur le camp, de le montrer au début, le fait d'être capable de se dire finalement, ça peut être normal chez d'autres personnes, puis qu'il n'y a pas besoin d'expliquer qu'est-ce qu'on ressent, parce que la personne à côté, elle vit la même chose. Donc, elle va juste comme comprendre ce que vous vivez, alors que dans un monde où les personnes vivent sans arthrite, c'est difficile de réaliser ce que c'est. L'arthrite, un matin, on se lève, on est super bien, puis tout va bien, on fait du sport, à l'éducation physique, on performe, puis pof, la semaine d'après, on se lève, ce jour-là, une poussée inflammatoire, ça ne se voit pas, mais on n'est pas capable de performer à l'école. Donc, le professeur, il va se dire, tiens, aujourd'hui, ça le tente juste pas de faire son sport, là. Donc, il faut comme sensibiliser les gens autour de soi pour montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que la vraie réalité de l'arthrite. Puis de le partager avec d'autres personnes qui vivent en entraide, ça permet de démystifier ça, puis de briser l'isolement. Donc, vous avez une conférence juste avant de Michel Laroche, qui est psychologue, donc qui s'occupe de chaperonner le groupe de parents aidants, donc des parents qui ont avancé dans la maladie, dans la prise en charge de la maladie, qui ont un peu apprivoisé cette maladie-là, qui vont aider des nouveaux parents pour les aider à comprendre qu'est-ce que c'est que cette réalité-là, puis voir un petit peu comment on peut évoluer, puis que les choses vont s'améliorer, que oui, au début, on est dans un tunnel où on ne voit pas forcément la lumière au bout, mais la lumière, il y en a une au bout, là, donc il faut juste un peu se faire aider sur ce cheminement dans le tunnel initial. Puis même après, on peut avoir comme des partages qui peuvent être positifs, des trucs qu'on se donne les uns aux autres. Donc, il y a aussi des activités de jumelage informel qu'on fait surtout pour rapprocher les enfants par le biais d'une activité. Là, les enfants, ils vont commencer à jaser entre eux, puis partager. Donc, ils vont commencer à verbaliser avec des gens qui les comprennent et puis entendre d'autres verbaliser. Donc, ils vont s'aider entre eux. Puis il y a donc les groupes de soutien qu'on a créés là, pour les patients. Donc, on a créé aussi un camp qui s'appelle le camp Imagination à Québec,
C'est un camp qui a une vocation différente. Vous avez vu le petit film au début sur le camp Articulation qui a lieu, qui est un camp de vacances en fait, mais qui est adapté aux enfants avec un médecin puis une infirmière sur place. On se relaie dans ce camp-là, on y va tous pour faire une partie, là, pour qu'il y ait toujours quelqu'un de présent pour être sûr que tout se passe bien pour l'enfant, mais qui est un camp, qui est un camp comme un camp de vacances pour enfants classique, mais qui est ajusté pour un enfant qui fait de l'arthrite. Nous, on avait comme un autre besoin qui avait été exprimé. Donc, il y a des parents qui disent, ben oui, mais moi, mon enfant, j'habite à Gaspé, moi, que mon enfant, il aille à 12 heures de route, puis que on m'appelle directement, là, sans qu'il y ait quelque chose, dernière minute, là, moi, je ne peux pas le mettre, là. Puis mon enfant, il n'avait jamais vécu une semaine de séparation parce que, à cause de son arthrite, j'ai jamais pu le mettre en camp. Donc, il y avait comme une première étape qui était nécessaire, comme un camp de répit de 3 jours, là, où ça serait été une première expérience, et puis que si l'enfant n'aimait pas ça, ça passe quand même plus vite qu'une semaine dans un camp classique. Donc, c'était cette expérience d'une première expérience de séparation familiale, parce qu'on s'entend qu'un enfant qui a de l'arthrite, il va être comme plus dans sa famille, souvent on va avoir moins la possibilité de vivre des expériences sécuritaires dans une séparation avec la famille. Et puis il y avait surtout notre vocation, c'était vraiment l'éducation thérapeutique. Donc pour les enfants, pour la famille, on crée des ateliers qui sont faits exprès pour eux. C'est un camp où on a des ateliers qui se succèdent, qui sont ajustés pour la famille. Donc c'est ça a été créé il y a 3 ans maintenant. Ça fait une expérience qui se renouvelle à chaque année avec des bénévoles qui viennent justement donner l'éducation thérapeutique et aider pour la construction du camp de répit. Et puis souvent, les parents restent dans le coin, pas loin, là, pour 3 jours aussi, pour une fin de semaine. Ça leur permet de l'intégrer dans leur mode de vie, de travail. C'est sûr qu'ils ne pourraient pas rester à côté d'un camp d'une semaine, forcément. Donc, c'est un camp qui a une vocation différente. Pour l'enfant, il ne le perçoit pas forcément parce qu'il y a beaucoup de belles activités. Mais c'était un besoin qui avait été manifesté. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Puis, je suis ouverte à toutes les questions que vous pourrez avoir. Par curiosité, le camp dont vous parlez, est-ce que c'est une fois 3 jours dans l'année ou il y a quelques reprises? Non, c'est une fois par jour dans la. C'est une fois. Ah, pardon, un camp par année. Je suis comme tout à l'heure pour mes statistiques. Là, je suis un peu mêlée aujourd'hui là, mais c'est un camp par année de 3 jours et puis ça se fait comme à la fin du mois de mai habituellement là. C'est quand même des structures qui demandent beaucoup d'organisation, là, ne serait-ce que nous, dans notre disponibilité pour être présents sur place, trouver des infirmières aussi qui donnent de leur temps généreusement pour coucher là, sur place avec les enfants, qu'il y ait quoi que ce soit la nuit, il y a toujours quelqu'un de médical ou de paramédical sur place. Donc, en fait, cette année, on l'a fait à Port-Neuf. Les 2 premières années, on l'avait fait au grand... comment ça s'appelle, le grand... C'est à Saint-Nicolas, la structure. Ouais, le grand village, voilà, il manquait un mot. Grand village. Donc, on essaye aussi, comme il y a des enfants qui adorent ça, de changer la place pour offrir d'autres activités. Donc, on s'adapte à des camps qui sont aussi adaptés, qu'on l'étiquette handicapé là, pour les structures, là, qui est vraiment toutes les accessibilités pour toute forme d'arthrite et du handicap et puis du stade de la maladie. Puis on travaille avec le rhumatologue traitant du patient pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut l'intégrer par rapport à son stade d'activité de la maladie. Puis bien sûr, comme il y a un rhumatologue sur place, moi, ce camp-là, j'y vais. Donc, en fait, on est capable de s'ajuster aussi s'il y a quelque chose qui se passe
pendant le camp. Toujours par rapport au cœur d'imagination, qu'est-ce que vous entendez par l'éducation thérapeutique, c'est auprès des enfants? Ben, c'est ça, c'est un petit peu de démystifier beaucoup de choses pour eux. Par exemple, un enfant qui va avoir des injections sous-cutanées, ben, on s'arrange pour qu'il y ait comme un petit atelier d'injection sous-cutanée qui voit que les autres enfants l'ont, puis qui est comme un modèle qui se fasse pour un petit peu briser ce côté un peu difficile aussi d'avoir une injection. Puis c'est fait sous la forme d'un jeu et puis partagé. Donc ça permet un petit peu des fois de changer la perception de l'enfant, parce que le problème c'est des fois c'est pas tant de douleur, ils vivent des douleurs atroces avec l'arthrite, mais une injection sous-cutanée qui est pas le même parallèle de douleur, mais lui voit l'aiguille, donc la perception va être différente. Puis du coup d'amener ce côté-là un petit peu différemment, ben, ça peut comme l'amener à vivre ça différemment, parce que malheureusement ben, il va être obligé d'avoir ces injections sous-cutanées, mais que si on change sa perception, ben, son vécu va être modifié. Donc ça c'est un exemple, mais il y a par exemple aussi une physio qui vient avec des sacs à dos, puis on regarde un petit peu comment est-ce qu'il faut porter son sac à dos. Mais c'est pareil, tout ça c'est fait sous la forme de jeu. C'est sûr qu'ils font des activités aussi plus ludiques à côté de ça. Là, c'est pas un camp où pendant 3 jours, là, on leur fait de la formation directe, mais on l'introduit. Puis même quand il y a des activités, on essaye d'introduire un petit peu quelque chose qui va les faire cheminer dans leur acceptation de leur maladie, de leur traitement, de tout ça. Là. Ok, merci beaucoup, Dr. Schubert, pour la conférence. Oh, et moi, je sais, oui, vous avez parlé de la maladie. Les cours ont décidé à l'arthrite juvénile pour les 3 ou 4 premières. Qu'est-ce qu'on voit chez l'adulte? On va faire de la santé mentale. Est-ce que c'est présent et en force qu'on voit ça chez l'enfant? Ben, oui, c'est vraiment un problème différent. Les comorbidités, là, autrement, il y a beaucoup moins de problèmes d'autres maladies qui sont associées par rapport à l'adulte. Là, donc, mais quand on parle de la santé mentale, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment pas négliger chez l'enfant. L'enfant, il est comme protégé par la famille et puis par la société. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des adaptations scolaires, on arrive à avoir le parent est aidant naturel, là, où un adulte peut se retrouver très isolé et seul avec sa maladie, mais souvent un enfant va avoir sa structure familiale qui va l'accompagner. Par contre, ça ne le prépare pas à devenir un adolescent, à prendre son indépendance. Donc, il faut vraiment cheminer avec les différents stades d'âge. Et puis, un enfant, par exemple, un adolescent qui commence son arthrite adolescent ne va pas vivre pareil qu'un enfant qui a commencé son arthrite à 4 ans, mais qui va traverser l'adolescence avec son arthrite aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de complexe à ce niveau-là. Puis, le patient, un jour, il va partir de chez lui, puis il va se trouver confronté à ces difficultés. Un patient qui a vous avez vu les doigts là tout à l'heure, qu'un patient qui n'a jamais réussi à lasser ses chaussures, puis chez lui, il y a toujours eu... C'est tellement facile, là, on prend 2 secondes, on lasse les chaussures de l'enfant, qui est devenu comme un adulte à travers ça. Mais le jour où il se retrouve tout seul, comment il fait avec ses chaussures-là? Il réalise d'un coup qu'il n'est pas capable de faire ça, alors que dans sa vie, il ne s'est pas rendu compte qu'il n'était pas capable parce que tous les outils lui ont été fournis, même à l'école, pour l'aider quand même à acheminer, parce qu'on ne peut pas le laisser à pas avoir une formation, à une profession, tout ça. Donc, c'est souvent arriver au stade où il va arriver tout seul et puis il va frapper un mur, parce que dans le monde du travail, oui, il y a des postes handicapés, oui, il y a des choses qui sont faites, mais des fois, là, l'emploi, il ne l'aura peut-être pas celui qu'il veut, parce qu'il va peut-être avoir plus d'absentéisme, plus de troubles. Donc, malheureusement, après, ce n'est pas si facile dans la vie. Donc, le moment où on réalise qu'on n'a pas toute cette capacité-là, c'est un moment très difficile pour les adolescents, ou ce qu'on appelle aussi les adolescents maintenant. Donc, il y a beaucoup plus de dépression, il y a beaucoup plus de problèmes d'estime de soi. Un patient, même le côté esthétique, d'avoir un visage qui marque l'arthrite, qui montre qu'on fait de l'arthrite, des mains qui... moi, j'ai des patients qui sont d'un courage exemplaire, une résilience par rapport à leur arthrite, qui fonctionnent comme tout le monde là dans leur vie.
ils ont une résilience qui fait qu'ils travaillent, jamais ils manquent d'emploi. Quand ils vont vraiment pas bien, ils ajustent toutes leurs affaires. Et puis, par contre, ben, j'ai un de mes patients comme ça, ce qu'il n'arrivait pas à vivre, c'était ses mains. Parce que dans son travail, ben, il fallait qu'il serre la main, et puis pour lui, c'était premièrement douloureux, parce qu'à chaque fois que quelqu'un serrait un peu sauvagement sa main, c'était une douleur. Mais c'était esthétiquement quelque chose qu'il ne pouvait pas vivre, qu'il ne vivait pas bien. Alors que tout le reste, il faisait très bien avec. Et du coup, ça a été comme un travail d'acceptation de tout ça. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent marquer vraiment les patients pour leur cheminement. Et la santé mentale est à ce moment-là affectée. Mais plus, je dirais pas, c'est pas les maladies mentales comme on peut avoir des diagnostics autrement, mais c'est simplement suivre le côté plus aide psychologique et puis les dépressions qui peuvent découler de tout ça, les problèmes d'estime de soi pour les adolescents qui se construisent des images ou même le plus jeune qui peut se construire une image plus négative. Donc, c'est plus ça qu'il ne faut pas négliger dans la prise en charge et puis qu'il y ait des accès qui ne sont pas toujours faciles si on n'a pas d'assurance privée ou si on n'a pas d'accès. Donc, c'est pour ça que l'association était aussi un volet qui permettait de soutenir et puis d'aider dans cette prise en charge-là.